est journaliste documentaire sur France 2. Il est directeur de collection, d'une collection qui s'appelle Dans le secret d'eux. Et son dernier documentaire, c'était Dans le secret du crime financier, ça tombe bien, pour les besoins duquel il s'était rendu en Grèce et en Espagne. Il est aussi l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, ça vous les connaissez, Qui veut la peau des services publics, et le dernier qui est en vente, je vous incite à le lire parce que ça se lit très vite, très bien, et c'est jouissif, c'est L'Imposteur. Dernière chose, donc il est le fondateur et le co-animateur de La Sociale, du site La Sociale, que vous connaissez, enfin qu'on connaît bien au web. Ce site La Sociale est appuyé sur une association qui s'appelle Devoir de Résistance. La Totale. Tout dit. La Totale. C'est à toi. Je ne vais pas évacuer la destruction qui existe aussi du service public en France, mais qui est plus insidieuse et qui ne bénéficie pas d'un mouvement d'ensemble, comme ça a été le cas en Grèce avec le mouvement du peuple grec. Alors, si vous voulez, si c'est plus silencieux, c'est que la situation politique et sociale au sein du service public en France, l'information, n'est malheureusement pas exclue de la situation d'ensemble que nous connaissons. Avec toutes ces incertitudes et avec toutes ces faiblesses. Les faiblesses qu'un certain nombre de mesures passent systématiquement et vont dans le sens d'un amoindrissement, d'un affaiblissement du service public, ce qui est vrai dans le domaine des hôpitaux, de l'école, etc., l'est malheureusement également dans le domaine de l'information. Je vais venir sur de façon spécifique sur comment ça se passe et d'où ça vient, avec en même temps des incertitudes qui font qu'à mon sens, avec un avis personnel, mais je suis d'accord avec moi-même dans ce domaine, ce qui s'est passé à Air France, par exemple, c'est pas du tout exclu qu'on le retrouve dans d'autres entreprises, et notamment dans des entreprises qui apparemment sont mises sous les ténoirs, ils sont attaqués de toutes parts depuis un certain temps, et qui tout d'un coup peuvent, sans qu'on le sache, et sans qu'on sache comment ni pourquoi, à partir d'une étincelle, voir le feu se propager et l'explosion arrive. Alors ça, personne ne peut le prévoir, mais la situation est quand même extrêmement tendue quand on va au fond des relations sociales au sein du service public d'information. Premier point que je voudrais souligner, c'est que la situation du service public en France ne peut pas être évacuée de la situation d'ensemble de la presse dans laquelle nous nous trouvons. Pour prendre un point de départ, je vous rappelle qu'au lendemain de la Deuxième Guerre, le Conseil national de la résistance avait établi que les moyens d'information devaient être évacués des mains des grandes oligarchies financières, économiques. Quand on voit le chemin qui a été parcouru, on voit que c'est très exactement l'inverse, en fait, nous avons abouti. Je citerai uniquement Bouygues, par exemple, pour TF1, Bolloré pour Direct 8 et une série de journaux, genre 20 minutes, etc., enfin bon, on les connaît, pour réaliser qu'aujourd'hui, l'oligarchie politique et financière, qui en France et à l'échelle européenne, via la Commission européenne et via le Parlement européen à travers les lobbies, sont présents et dominent, possèdent en France les grands moyens d'information. C'est-à-dire que ça, c'est déjà un premier élément qui d'ailleurs donne la place spécifique que le service public pourrait occuper à côté. Parce que d'un certain point de vue, ça libère une place pour permettre au service public d'assumer ce que tous les autres ne peuvent plus assumer, d'autant plus que dans l'histoire, on se rend compte que tout ce qui est presse d'information, d'opinion, a globalement disparu, ou a été réduite à la mention congrue. Ça, c'est le panorama d'ensemble. Alors, le service public, théoriquement, devrait avoir une place particulière. Or, il se trouve qu'un certain nombre de lois et de décisions qui ont été prises l'ont été, depuis maintenant plus de 20 ans, dans le sens de la destruction du service public,
de son amoindrissement et de sa liquidation. Je tiens à dire d'ailleurs par les temps qui courent que ce que je dis n'engage que moi et que je ne m'appuie surtout pas sur mon entreprise qui m'emploie et qui me paye tous les mois pour vous livrer des confidences. Je le dis car vous avez vu qu'un présentateur météo en France qui s'est permis de faire un livre, théoriquement pour un journaliste à peu près normal, et d'exprimer, quel outrage, d'exprimer une certaine opposition à l'opération médiatique qui est menée sur la question du climat en France, vient d'être viré. Parce qu'il y avait, dit-on, confusion des gens. Ce qui est une première, soit dit en passant, qui met en cause plus que la question du climat et du présentateur météo en question, la question de la liberté d'expression. Mais je passe sur cette parenthèse, ça fait partie de la situation actuelle. Je dis un certain nombre de lois est allé dans le sens de la liquidation du service public. Il y a une loi qui fait date. C'est la loi Tasca, du temps où Tasca était ministre de l'Information de Mitterrand. Catherine Tasca. Pourquoi? Et vous allez voir en quoi ça fait date. La loi Tasca imposait, et a imposé, au nom du soutien des entreprises privées de production qui se créaient, qu'une part importante, au départ c'était en gros 50%, de la production soit systématiquement remise dans les mains de ces entreprises privées qui se constituent. On voit derrière quel est le souci. Le souci, c'est à la fois se défaire des moyens de production internes au service public, et à l'époque c'était la SFP, la Société Française de Production, et on voit en même temps que derrière il y a la volonté de servir des intérêts privés qui vont évidemment sauter sur l'occasion pour créer une série de sociétés qui vont, pour certaines, travailler, pour d'autres, être essentiellement des boîtes à fric qui récupèrent le pognon, indépendamment du travail qu'ils font. Et ça, si vous voulez, ça s'appuie à l'époque sur un certain nombre d'arguments qui sont mis en avant et qui sont des arguments qu'il faut prendre en compte. Le premier, parce que regardez, on est en plein dans ce débat politique, et ça date d'il y a 25-30 ans sous le gouvernement Mitterrand. Le premier argument, c'est celui des coûts. On est déjà dans le débat. À l'époque, on me dit, vous comprenez, c'est tellement rigide, c'est tellement cher la production interne au service public, que si on fait des petites boîtes à l'extérieur, où la flexibilité va être de mise, où les gens vont pouvoir travailler sans avoir les syndicats derrière qui poussent et qui sont quand même très revendicatifs, eh bien, ça va coûter moins cher et ça va aller plus vite. Tout cela s'appuie d'ailleurs, il faut faire attention parce que les choses sont complexes. Vous savez, quand l'adversaire de classe utilise des arguments, il s'appuie toujours, à mon sens, sur une base qui n'est pas complètement extérieure à la réalité. Ils ne sont pas idiots. C'est ça le point fort. Et donc sur quoi il s'appuie là? C'est vrai qu'il s'appuie à l'intérieur de la SFP qui fait des produits extraordinaires à l'époque. Ce sont les grandes séries, ce sont les grands feuilletons, je ne sais pas, enfin, bon, il y a des jeunes ici, ça n'en parle peut-être pas. Mais enfin bon, c'est, je veux dire, c'est 5 colonnes à la une, c'est des choses emblématiques qui ont fait la gloire et la fierté de la télévision publique. En même temps, c'est vrai que sur la base de cette fierté, vous avez à l'intérieur une résistance à tout ce qui est en vouloir plus, en payant un peu moins. Et donc, c'est vrai que vous avez ce qu'ils appellent une rigidité et qui parfois met fortement en colère des gens qui à l'intérieur travaillent et qui considèrent qu'ils ne peuvent pas travailler comme ils veulent parce que la rigidité est trop forte. Donc vous voyez, ils s'appuient sur un phénomène contradictoire pour détruire l'outil lui-même et pour aboutir à remettre dans les mains du privé ce qui est fait à l'intérieur. Alors, ça a des répercussions aujourd'hui. Parce que vous avez eu un certain nombre de réactions historiques qui se sont menées, la dernière en date, et ben, c'est il y a 4 jours. Vous avez les caméramans de France 2 qui décident de se mettre en grève à 95% parce qu'ils disent deux choses. Un, au nom des coûts et des économies, l'ensemble des personnels précaires ont été virés. Donc c'est une charge plus importante pour les personnels en poste. Et deuxièmement, ils disent, il y a des productions auxquelles nous pourrions aspirer, qui sont le fleuron aujourd'hui de la télévision publique, par exemple, Envoyé spécial,
par exemple les documentaires, par exemple ces temps de jeu, qui sont remis systématiquement ou de façon très importante dans les mains du privé, et dont nous n'avons plus accès. Et derrière, il y a une volonté, et qui est historique, et qui chaque jour progresse, qui est en gros de faire des télévisions publiques, c'est du moins un risque que tout le monde reconnaît, de faire des chaînes publiques, des diffuseurs uniquement de produits qui seront fabriqués ailleurs. Donc, d'exclure le public de la fabrication de ses propres produits. Je passe sur l'ensemble des catégories qui sont concernées par ce phénomène, et notamment, puisque notre camarade grec est musicien et sur publication artistique, je passe sur cet aspect dans le domaine public où ce sont les premiers, ce sont évidemment les premiers à subir cette politique et ses coûts en France. Parce qu'évidemment, il faut bien attaquer d'un côté, donc on attaque la périphérie vers le centre, on prend donc, peu importe la qualité des produits, les questions artistiques par liées, les culturelles, c'est par là qu'on attaque pour aller de plus en plus sur le centre de l'opération. Alors, est-ce que tout cela aujourd'hui c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité? Vous avez un événement qui vient d'éclater et qui quand même pèse son pesant de cacao. TF1 est en passe de prendre, du moins est en discussion, pour prendre des parts importantes, sinon pour prendre la direction d'une entreprise privée de production qui s'appelle Newen. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que regardez sur quoi on aboutit. Newen, par les mécanismes que j'ai expliqués, est un des producteurs importants des programmes de services publics. TF1 est en passe de prendre. C'est-à-dire qu'on risque de tomber dans une situation où le concurrent privé, l'oligarchie, va être celui qui va diriger la société qui produit pour le service public. À partir de là, si vous voulez, la boucle est bouclée, toutes les discussions peuvent se mener, le service public peut rester un service public antique, mais dans les faits, les choses sont terminées. Quel est l'intérêt politique de l'opération? Ben, je vais vous dire, l'intérêt politique, c'est le suivant. Moi, je suis statutaire à France Télévisions. Je fais un documentaire. Je vais avoir une discussion professionnelle avec la direction de ma chaîne. Je vais essayer de ne pas être complètement idiot. S'ils ont raison sur les critiques qu'ils formulent sur un documentaire que je fais, je vais le reconnaître. Et on va discuter professionnellement pour modifier les choses. Mais si par contre, l'on vient me dire qu'il n'est pas opportun de traiter telle ou telle question, parce que ce n'est pas dans l'air du temps, je vais juste leur demander d'aller voir ailleurs. Et je vais leur expliquer d'ailleurs aux chefs en question que le jour où ils ne seront plus là, moi je serai toujours. Donc, que je m'accroche parce que j'ai un statut, parce que j'ai un métier, parce que j'ai une qualification, parce que j'ai une reconnaissance, je m'accroche à la déontologie qui est la mienne. Et je ne céderai pas aux pressions qui peuvent exister. Ça, d'un point de vue théorique, tout le monde le comprend. Alors maintenant, vous transposez. Et vous allez voir M. Dupont, qui est embauché par une société de production privée, qui ont fleuri depuis la loi Tasca, donc ministre de François Mitterrand, et vous allez dire à M. Dupont, vous êtes payé, d'ailleurs il faut savoir comment M. Dupont est payé. Il va être payé à mi-temps par un salaire, et à l'autre mi-temps, on va lui prendre ses droits d'auteur, qui pourtant sont inaliénables et lui appartiennent, et lui dire c'est une part de ton salaire. Donc c'est-à-dire que la boîte privée en question va en règle générale payer la moitié du salaire et considérer que l'autre moitié, c'est ce qui théoriquement il doit de toute façon recevoir, qu'il va recevoir en salaire, alors théoriquement c'est un surplus. Je passe sur la parenthèse. On va dire à M. Dupont, déjà, vous nous avez remis un projet, vous avez attendu un an pour que le projet se fasse, soyez bien heureux, parce que vous avez des camarades dehors qui depuis 3 ans attendent et rien ne se fait. Donc, vous êtes un privilégié, M. Dupont, de pouvoir travailler. En plus, vous privilégiez M. Dupont, vous rechignez sur le fait que telle séquence, telle partie, il faudrait l'évacuer. Attendez, de quoi on parle? Vous l'avez payé, vous voulez que votre documentaire, vous voulez que votre produit se fasse. Donc, M. Dupont, vous êtes gentil. Et je vais vous dire, M. Dupont, comme les choses sont très humaines et sont très matérielles, M. Dupont va évidemment être contraint soit d'aller faire un autre métier, soit d'accepter les injonctions, et on va donc politiquement, en quoi les lois Tasca, qui au point de départ ont
une préoccupation dite économique et une préoccupation dite de facilité de production ont en réalité une fonction profondément politique sur le contrôle du service public par le pouvoir politique. Ceci, je ne peux pas morcir, parce que pour reprendre mon exemple, je dois vous avouer que jamais on ne m'a dit, alors ça peut sembler bizarre, mais pourtant c'est vrai, jamais on ne m'a dit, pourtant je ne fais pas généralement des documentaires édulcorés où je traite la transhumance des moutons dans les Alpes de Provence, ça je n'ai jamais fait, je traite plutôt des sujets qui sont un peu plus pointus. Ça mériterait. Jamais on ne m'a dit, ça, c'est pas possible. Alors, c'est vrai qu'en règle générale, je verrais mal qu'on me dise, et je ne pense pas que ça puisse se passer comme ça. Donc, c'est plus ou moins tendu pour faire les choses. C'est plus ou moins compliqué, mais pour le moment, on peut les faire. Troisième élément que je voudrais vous dire, c'est les conséquences actuelles des lois qui régissent le service public. Par exemple, il faut savoir que lorsque le service public met 80% du montant dans une production, il n'a le droit qu'à 2 rediffusions, il n'a pas de droit de commercialisation, et que les droits en question appartiennent à la boîte privée, qui a mis 20%. Donc à partir de là, vous avez compris que d'un côté, il y a un aspect politique, et de l'autre côté, il y a un étranglement économique, qui fait que de cette façon, c'est difficile, sinon impossible, de fonctionner. Deuxièmement, il faut savoir que l'aide à la création, qui est indispensable théoriquement pour un producteur qui fait son boulot pour commencer à investir, parce que la télévision, par exemple, la radio, ça coûte cher. L'aide à la création, c'est en réalité plus qu'une aide à la création, c'est une garantie du chiffre d'affaires des producteurs privés qui coûte quand même environ 400 millions d'euros chaque année au service public de télévision et de radio. Donc, on voit que c'est en même temps une façon de fonctionner financièrement des fonds qui permettent à des intérêts privés de fonctionner. Enfin, je voudrais terminer par le début. Vous voyez, apparemment, on a affaire à des personnels à la couche sociale relativement apathiques. Parce que c'est vrai que ce qui se passe dans le service public, ce n'est pas différent de ce qui se passe dans l'ensemble du pays. S'il y avait une catégorie qui aujourd'hui était particulièrement mobilisée, ça se saurait. Donc apparemment, tout ça, ça passe. Et pourtant, je répète ce que je disais, parce que je le sens profondément, il y a un sentiment tel de préoccupation, d'amour du métier, parce qu'on ne fait pas ces métiers-là pour n'importe quelle raison, et de déception face aux conditions qui sont créées, que les événements qui se sont passés à Air France, que personne n'avait pu prévoir avant, ne sont pas exclus dans les milieux dont nous parlons. Personne ne sait quand, personne ne sait comment. Apparemment tout est calme, apparemment tout est possible, apparemment tout peut se faire, et pourtant, à un moment donné, ça peut exploser sans que personne ne le prévoie. Par exemple, la grève des caméramans il y a 3 jours, grève générale à 95%, qui est déjouée d'ailleurs, d'un certain point de vue, puisque les caméramans de France 2 sont en grève, on a utilisé les images de France 3 pour faire en sorte que... Sauf que ça, faut faire attention, parce que si vous voulez, ça n'a qu'un temps. Vous avez affaire à des êtres humains qui réfléchissent, et l'être humain, comme le mouton, pour en revenir à lui, peut accepter d'être tondu jusqu'au jour où la tonte atteint la peau, et où là, personne n'est plus tondu avec plaisir, ou avec indifférence. Et donc, je pense que nous sommes dans une situation de maturation où des événements qui se passent dans un secteur peuvent rejaillir sur l'autre et où tout cela risque fort, à un moment ou à un autre, d'éclater dans une situation, dans un mouvement général.